Blaise Dubois, santé, Santé, ça va bien? ça va bien toi? Ça va super bien. Je vais me permettre d'être têteux en entrée de jeu. Ouais, C'est donc bien beau ici. oui. On est dans le paradis au lac Beauport. C'est ici le paradis. C'est ici le paradis, ouais. Il y a plusieurs paradis, mais le paradis du lac Beauport, c'est ici. Ouais, Tu me disais que c'était la plus vieille maison, parce que là, on est chez toi. ouais. C'est la plus vieille maison du lac Beauport, 1828. Mais comment tu sais ça? Ben parce qu'elle est patrimoine, elle est protégée. Quand on l'a acheté, on savait qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait à l'extérieur de la maison. Puis à l'intérieur, on peut s'amuser, mais à l'extérieur, on a des normes précises. Et en fin de compte, c'est la maison Simon Archibald, d'où le Archibald OK. de lac Beauport, Oui. qui maintenant est un peu partout au Québec. Là, Un mais peu, ouais. c'est ça l'histoire. Fait qu'il y a même un livre qui est Le lac se raconte, où on parle de toute l'histoire de Sir Simon Archibald, qui était propriétaire de cette maison. Et avant nous, en fin de compte, il y a eu les Archibald pendant plusieurs années. Il y a seulement eu, jusqu'à la grand-mère Archibald, assez dernièrement, il y a eu seulement une personne entre nous et toute la descendance de la famille Archibald. Fait qu'on est très heureux d'être dans cette maison magique qui est au Magique. paradis magique. Là. C'est vraiment, cette maison-là est magique. Ben, est-ce que les gens viennent se prendre en photo devant ta maison? Oui, effectivement, c'est un problème des fois. C'est pas un gros C'est problème, vrai? mais c'est vrai, par exemple. Ok. Juste en bas, là, il y a la chute Simons, Ouais. puis il y a tout... Hey, c'est beau, les Ouais. descentes de ski. Oui, ben nous, C'est une carte postale. on a le sapin de Noël, parce qu'on a le centre de ski de la maison qu'on voit avec tout éclairé, là, fait qu'on a comme un petit sapin de Noël. Fait que ce qui est magique, en fin de compte, c'est qu'on a le centre de saisonnier, on a l'école, on a la patinoire, le terrain de soccer, on a des sentiers, tous les sentiers de la clinique du coureur en arrière qui sont balisés. On a, je te le dis, c'est un paradis. Centre de ski de fond, centre de ski alpin, le lac pour nager, En été. tout ce qu'il faut. Le lac, c'est ça. Parce que quand je m'en venais en voiture, d'abord, on se tutoie. Tu permets? Certainement, Moi, certainement. les gens me trouvent impoli en ce moment, mais on se connaît depuis longtemps. Puis on va ouvrir la porte à la confidence en se tutoyant. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour jouer au hockey sur votre lac. Ouais. Puis tristement, c'est le port de hockey, là, le tournoi, à chaque fois, il faisait trop chaud pour avoir du plaisir. Trop chaud en jouant au hockey. Ouais. C'est parce que la glace devient molle. Mais Ouais. c'est pas rare maintenant qu'en Ouais. février, on a des périodes de chaleur Ouais. difficiles à accepter pour un joueur de hockey. Ouais. Dans le temps, il y avait tout un tournoi sur le lac de hockey. Je ne sais pas si c'est ça que tu faisais. Là. C'est de Maintenant, lui que je te parle, ouais. OK. Parce que maintenant, ils font une grosse patinoire. Là. Je pense que le tour, c'est plus que 2 km. Là. OK. Fait que c'est Tour du vraiment... lac, c'est combien? 10? Le tour du lac, c'est 7 à peu près, 7, OK. sur la route. Quand on fait le tour du lac à la nage, on se fait un 4 et quelques. Et voilà, l'hiver, en fin de compte, tu peux patiner. C'est une longue, longue patinoire. Puis il passe la machine. Là, fait que ça te donne une glace qui est quand même assez belle. Là. Est-ce que Blaise Dubois patine? Un peu, mais pour le pentathlon, j'ai déjà fait le pentathlon quelques fois. Fait que j'ai des lames nordiques là, que tu clips sur les... Je fais de tout et je suis mauvais dans tout. Je te crois pas, mais bon. C'est drôle qu'on parle de patin parce que je suis entraîneur au hockey, puis j'étais avec des petits maternelles cette semaine, puis je leur disais, hey, je reçois Blaise Dubois en entrevue cette semaine. Et personne ne le connaissait. Est-ce que est-ce que tu as une question pour lui? Puis ça m'a fait rire, j'ai envie de te poser la question. Vas-y. Maxime, 5 ans, qui demande, hey, Blaise, ça c'est sûrement un nom de quelqu'un d'un autre pays. Ouais, effectivement. Ça vient de où, ça, Blaise? Alors, moi, je suis originaire de la Suisse, immigré au Lac-Saint-Jean quand j'avais 10 ans. Et Lac-Saint-Jean, c'est tout qu'un choc culturel. Là. Tu sais, immigré à On les Héberville. Là. salue. Exactement, mais c'est tout qu'un choc culturel quand tu arrives de la Suisse, le Jura suisse. Et avec ma mère, ma tante, mon oncle, mes cousins, on était 10, on a immigré sur une ferme laitière au Lac-Saint-Jean. Et là, on est perdu dans le fond fin des Aunais, le rang Saint-Isidore à Héberville. Et quand j'arrive à l'école, je comprends rien de ce qui se dit parce que c'est un langage totalement nouveau pour moi qui est le québécois du Lac-Saint-Jean. Encore à ce jour, on a de la misère à les comprendre. Encore, c'est quand même moins pire. Et puis c'est un choc culturel parce qu'on est spécial. Là, on a les cheveux longs, on a des chandails tricotés à la main de ma mère qui file la laine et qui tricote nos chandails. On mange du pain de blé entier avec du tofu. Écoute, c'est un choc culturel. Fait que voilà, ça c'était. Fait que oui, Blaise, ça vient de la Suisse et ma mère m'a appelé Blaise à cause de l'écrivain Ouais, parce que c'était ça la question. Blaise Sandrard. Blaise Qui, Sandrard. Exactement. Ma mère était une intellectuelle qui lisait beaucoup et elle m'a appelé Blaise à cause de Blaise Sandrard. Voilà. Ok, on fait toute une parenthèse familiale parce qu'on a discuté. Moi, je suis rentré ici et j'ai trouvé les toiles super belles. Moi, j'aime peindre. Là, je te demande, parce que là, ta mère a un côté artiste.
Oui, Vraisemblablement ton père aussi. oui, Parce que c'est lui qui sont belles, les toiles, là. Je oui, pense qu'on va en insérer d'ailleurs en discussion dans les commentaires. Si je peux prendre quelques photos. oui, certainement. Est-ce que Blaise Dubois a un côté artiste que je ne Quand connais pas même. vraisemblablement? Ouais, quand même un peu. J'ai dessiné beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait plusieurs meubles dans la maison ici. Mon côté Ah artiste, maintenant, je l'exprime plus comme professionnel de la santé qui donne des conférences et qui monte des diapos et qui s'amuse avec l'informatique. Mais oui, on a tout un côté artiste dans la famille. Mon frère est réalisateur, il a été comédien. Fait que c'est ça. Mon père, c'est On un le salue. artiste peintre. Oui, on le salue, il est tout proche. Puis ma mère aussi. Ma mère, écoute, elle a fait de la poterie, elle a fait des habits à la laine. manuel. Elle est extrêmement manuelle et artistique. Il y a vraiment une tendance dans la famille. Autre question de. Comment il s'appelle, là? Xavier, 5 ans. Oui. Xavier, 5 ans, demande c'est qui son équipe préférée? Équipe, lui, c'est un joueur de hockey, là, je comprends. Écoute, Là. la question est. Je sais que Aussi c'est. large. Oui, je pense que Ok. tu as le droit de choisir le sport. Bon, écoute, moi là, je suis un coureur d'abord et avant tout. Oui. Dans les coureurs, les équipes, ben, il y en a pas. C'est pas les équipes, c'est pas la même affaire que dans les sports collectifs. Puis après ça, mon deuxième sport, c'est le soccer. OK? Fait que je pourrais choisir une équipe de soccer. Quand j'étais jeune, c'était la AC Milan en Italie. Fait que ça, c'était la grosse équipe. Là, dernièrement, je suis un Quand petit peu j'étais jeune, moins, parce là. que je suppose que tu es vieux. Ah, là, je suis rendu pas mal vieux, là. Mais tu sais, j'enseignais en Italie il y a une semaine, puis on reparlait de l'AC Milan, parce que dans mon Ouais. temps, c'était la grosse équipe internationale. Il y avait Maldini, il y avait les gros noms, mais maintenant, c'est tous des vieux, là, tu sais. La nouvelle génération, en fin de compte, de joueurs de soccer, est toute... ouais. Fait que, pour répondre à ton gars, je vais dire Xavier. le Rouge et Or, OK? parce que j'ai cheminé par le Rouge et Or, puis le Rouge et Or a eu les David Gill, puis après ça, plus tard, plein d'autres athlètes de haut niveau qui ont cheminé et qui ont passé par le Rouge et Or. Donc, je vais le nommer comme une équipe d'athlétisme, parce qu'en plus, c'est proche de chez nous. Et puis, ben, au soccer, je vais rester avec l'AC Milan. Là. Je les ai vus dernièrement à la télé là, quand j'étais en Italie, fait que j'aime bien l'équipe. Dernière question de Sarah-Jeanne. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, ça c'est compliqué. Quand mes Ouais. enfants, il faut qu'ils parlent. C'est quoi qui fait leur père dans la vie? Là? Ouais. C'est compliqué. OK. Moi, j'étais allé, parenthèse, tranche humaine. J'étais Ouais. allé, j'avais demandé la permission. Tu permets, je déplace le micro légèrement parce que j'ai pleuré, moi. Je suis allé dans la classe de mon garçon, 5e année. Puis c'était ça, l'exposé oral. Qu'est-ce que ton papa fait dans la vie? Puis il y a eu de la misère à répondre aussi. C'est trop de d'abord, choses. il était stressé, il me regardait souvent. Puis c'est spécial de voir son fils raconter. En fait, c'est une perception, hein? Ouais. Parce que c'est sûr que de temps en temps, je riais, je souriais, je fais, hey, je fais pas ça du tout. Je l'aidais à préparer son exposé oral à la maison la semaine qui a précédé la présentation. Mais le petit gars nerveux en avant, il explique malgré tout ce qu'il perçoit de son père professionnellement. En tout cas, je ferme la parenthèse, mais moi, ça m'avait ému Ouais. de voir ça, d'entendre ça. Ben, si j'essaye de répondre, mes enfants diraient ben, c'est un physiothérapeute, puis il voyage beaucoup parce qu'il enseigne, puis il invente des affaires bizarres, genre le Peace and Love. Là. Dernièrement, ils m'ont parlé de ça encore. Hein, Puis là, il y a une de mes filles qui m'a dit finalement, t'es comme YouTuber, là, tu sais. Mais c'est vraiment plate tes affaires, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Je fais des vidéos de taping, mais qui sont sur Ouais. YouTube et qui sont vues 400 000 fois, mais c'est vraiment plate. Fait que ça, c'est pour l'équipe de jeunes qui me posent la question. Mais pour les adultes qui veulent savoir qu'est-ce que je fais, ben, je suis physiothérapeute de profession. Je suis copropriétaire des cliniques de physiothérapie PCN. Donc, j'ai tout un rôle de gestion avec l'ensemble des cliniques à Québec. Et je suis un des membres de la clinique du coureur qui enseigne partout dans le monde des cours postgradués pour les professionnels de la Un des membres santé. du président de la clinique du cours. Président, on est une entreprise affranchie et allocratique, donc Allocratique. holacratique, ouais. Holacratique. Fait que je vais dire, il n'y a plus de président chez nous, fait qu'on est comme tout égal, c'est aplati, il n'y a pas de hiérarchie, et ça veut dire que je me nommerai pas président, mais je suis le fondateur de la clinique du coureur, puis maintenant, ben, avec toute mon équipe, on est 43 au total dans le monde, mais on est 12 à Québec, dans le corps, et ben, c'est ça, on travaille tous ensemble. Si je recule dans le temps, Blaise Dubois, diplômé en 98, Ouais, devient physiothérapeute. exact. À partir de ce moment-là,
savais-tu que la course à pied allait t'apporter autant de projets et autant d'heures meublées dans tes journées? Je savais que la course à pied, c'était ma passion, c'est-à-dire que je courais avec le Rouge et Or. Après ça, j'ai fait plein d'autres choses, en fin de compte, autour de la course à pied. Comme physiothérapeute, la moitié de ma clientèle, c'était des coureurs qui étaient blessés puis qui venaient voir un coureur qui connaissait un peu la course à pied. Donc, en gros, c'est ça, mais je pensais pas que ça allait prendre l'ensemble de cette ampleur-là avec la clinique du coureur, mais je savais que j'allais courir toute ma vie, parce que c'est une passion personnelle qui m'anime depuis tout jeune. J'ai commencé la course à pied, j'avais 7 ans, puis personne courait dans mon environnement. Puis un jour, j'ai décidé d'aller faire un jogging. Je suis descendu voir ma grand-mère dans le village adjacent en Suisse, qui était à 7 km. J'ai dit à ma mère, je pars à la course voir ma grand-mère, puis je suis parti. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai toujours couru un peu, puis des fois plus, puis voilà. Donc, mais là maintenant, c'est que ma famille court, moi je cours, mes enfants courent, ben, on travaille, c'est la course, mes patients, c'est les coureurs. Je gère une clinique spécialisée en course à pied. Donc oui, effectivement, tout est autour toujours de la course à pied. Jusqu'à quel point, bon, je vais le dire comme ça devait sortir dès le départ. Vas-y. Jusqu'à quel point tu es prêt à... Parce que tu disais que tu étais vieux, moi je te crois pas. Jusqu'à quel point tu es prêt à endurer cette activité aussi banale qu'est la course à pied comme item qui draine ta vie professionnelle? Est-ce que Blaise Dubois va se tanner un jour de... Non, mais de toute façon, c'est un peu paradoxal. Ouais, je vais être honnête avec toi, là, à un moment donné, tu vas devenir tellement bon qu'il n'y a plus personne qui va se blesser. Ouais, tu es spécialisé à quelque part dans la réparation de coureurs. Oui, mais malheureusement pas. L'être humain étant ce qu'il est et l'environnement étant ce qu'il est, il y aura toujours des blessés puis il y aura toujours quelque chose à dire pour essayer de prévenir ces blessures-là. Mais à ta question, est-ce que je vais me tanner un jour? Je pense pas. C'est vraiment intrinsèque. Puis tu sais, même si à un moment donné, ça m'est arrivé de me blesser puis de ne pas courir pendant un mois, tu sais, puis j'ai pas de syndrome d'imposteur. J'adore la course, puis je suis triste de ne pas pouvoir courir quand je cours pas, mais si je cours pas, ben, je fais autre chose autour de la course à pied, puis je vis avec la course à pied autour de moi, là. L'autre question sur cette partie banale qu'est la course à pied est absolument pas banale. Ça sauve le monde là, actuellement. Là. C'est la course à pied qui fait en sorte que nos coûts sociaux vont diminuer et qu'on va pouvoir rendre les gens plus en santé, puis qu'on va avoir moins de morbidité, puis moins de coûts sociaux relatifs à toutes les maladies, et qu'on va avoir moins de dépression, puis qu'on va avoir moins de maladies de toutes sortes, puis etc. Donc la course à pied n'est absolument pas banale. Je pense que c'est un essentiel, puis il faut juste contaminer l'environnement. Tes conférenciers, évidemment. J'ai assisté à quelques-unes de tes conférences. Tu m'as formé à l'époque, on se demandait tout à l'heure, ça date de quand? C'est presque 10 ans. J'imagine que tu donnes des conférences, tu côtoies des gens comme Daniel Rioux, parce que moi, c'est là que j'ai pris la formation sur la prévention des blessures, Ouais. lors de la formation pour devenir entraîneur en course à pied. Tu es très bon, tu es un bon conférencier, tu as des belles images. Une des images que j'avais aimées à l'époque, je ne sais pas si tu utilises encore ça, mais tu avais pris un soulier pour enfants avec une forte semelle caoutchoutée et qui allume. Faisait de la lumière. Ouais. On l'a encore. Est-ce que tu présentes encore cette image-là? Parce que ça, j'ai trouvé ça très fort. Ouais. Évidemment, ça a suscité des discussions entre coureurs, puis par rapport à l'irresponsabilité du parent, parce que les enfants veulent avoir ces chaussures-là. Des patins comme ça aussi. C'est une image forte parce que pour les parents, pour les enfants, en fin de compte, il y a un consensus d'experts international. On ne se pose pas la question si les enfants devraient avoir des chaussures avec de la mortie, avec un drop, avec des technologies XY. Il est clair et précis que les enfants devraient être le plus proche du pied nu tout le temps. L'image forte, en fin de compte, c'est qu'actuellement, si tu magasines des chaussures pour tes enfants, tu n'en trouves pas des chaussures minimalistes. C'est un problème. En fin de compte, c'est qu'on est dans un monde où le marketing et les tendances du marché nous imposent des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour notre santé. Fait qu'après ça, on peut ouvrir ça au coureur, à l'adulte, habitué, pas habitué, puis etc. Mais l'image forte pour les enfants est extrêmement claire. Il n'y a pas de controverse autour de ça. Quand on tombe chez l'adulte, ben là, on peut discuter de plein d'autres choses. Mais le mot-clé là-dedans, c'est combien sommes-nous contaminés de ces influences commerciales qui actuellement nous dictent qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos pieds, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit acheter comme équipement, et ainsi de suite. Et c'est ça un peu, la clinique du coureur se bat un peu contre, une des caractéristiques, c'est qu'on est un organisme de formation continue qui enseigne dans 15 pays partout dans le monde.
On enseigne les meilleures pratiques, evidence-based, basées sur la science. On a une revue systématique de la littérature. Et à partir de ça, on fait des choses qui sont digestibles pour les professionnels de la santé pour qu'eux puissent bien traiter leurs patients. Et la problématique qu'on a en 2020, là, c'est la contamination et de la science. Encore en 2020? Encore en 2020. Et de la science. Donc tu radotes à quelque part. Clairement, clairement. Et même si le discours se peaufine au gré de la nouvelle science qui émerge, il reste que le message fondamental est toujours le même. Puis que le message est fortement confronté par les compagnies, les équipementiers, en fin de compte, qui veulent vendre de la technologie, qui veulent faire des sous, on comprend ça, ouais, mais qui vient interférer avec... À quelque part, les parents sont prêts à payer pour le bien-être de leur enfant. Tu sais, c'est le mot santé qui est au-dessus de tout ça, puis je pense que s'il y avait une compagnie qui comprenait cette situation-là, tout le monde serait gagnant, hein? Le parent, l'enfant, la compagnie. Oui, après, je dis souvent qu'on est dans un problème d'éducation, c'est-à-dire même si on sait ce qu'il faudrait faire, le monde est grand, puis il faut éduquer les gens à faire les bonnes choses par rapport, exemple, aux souliers d'enfants, où il n'y a pas vraiment de controverse. Puis que la problématique qu'on a, c'est qu'on a créé des habitudes de consommateurs, où ce qu'on met sur le marché, c'est des chaussures à talons surélevés pour le jeune enfant, et qui est pas bon pour sa santé, mais qui est la norme, exact, et qui est le standard de l'industrie. Fait que finalement, les parents, ils sont juste pas assez éduqués pour savoir que ces chaussures-là sont mauvaises, mais c'est juste ça qu'il y a sur le marché. Donc, c'est pas une reproche aux parents, c'est pas une reproche, c'est l'industrie tout simplement qui continue de véhiculer ces choses-là. Et ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer de continuer de promouvoir le message de qu'est-ce que les enfants devraient avoir dans les pieds pour un développement moteur optimal, et de faire en sorte que les parents puissent faire un choix délibéré parce qu'ils ont une offre de services sur le marché pour choisir les bonnes choses. Les formations, les conférences, est-ce que tu les donnes à des professionnels ou au grand public? On fait les deux. Notre core business, c'est vraiment les professionnels de la santé. Donc, médecins, physio, chiro et ainsi de suite. C'est ça qu'on enseigne, comme je disais, dans 15 pays. On fait des groupes de 30 personnes. On a présentement presque une trentaine d'enseignants. On enseigne en 6 différentes langues. Et en fin de compte, on enseigne aux professionnels. Fait que ça, c'est notre core business. Mais après ça, on donne des conférences grand public. Encore une fois, pour l'aspect d'éducation. Avec des portées, bien évidemment, qui sont minuscules. Même si je donne 2 conférences par année ici avec 100 à 200 personnes à Québec, ça reste une petite population par rapport à l'ensemble des gens qui devraient avoir ces informations-là. Donc, on fait les deux, mais c'est pas avec les conférences grand public qu'on gagne notre vie. Récemment, il y a un livre qui a été paru. Oui. Est-ce que tu es content de ça? Est-ce que c'est beaucoup de travail, écrire un livre? Beaucoup de travail. Oui, on est très content. Tu as un petit côté éternel insatisfait, je me trompe? Oui, mais tu me demandes si je suis content, je suis très content. En fait, le produit du livre, en fin de compte, là, ça a pris 2 ans pour l'écrire. Puis ce 2 ans-là, c'est pas 2 ans de création de contenu, parce que le contenu, il est créé depuis 10 ans par les cours qu'on donne. Donc, le contenu, je le connais. La science, tous les articles cités, tout ce qui amène à ces théories-là, on le savait déjà parce qu'on l'enseigne aux professionnels. Et là, on voulait vulgariser ça pour le coureur. Sauf que ça évolue. Ça évolue, donc effectivement, il faut toujours le tenir en boucle, et ce livre-là va être évolutif, c'est certain. Là. Parce que moi, je t'ai connu beaucoup plus intense et agressif en lien avec le dilemme maximaliste versus minimaliste. Je t'ai déjà vu argumenter farouchement dans certains débats, mais là, je te sens plus calme par rapport à ça depuis quelques années. Est-ce que je me trompe? Bien, t'es le 100e qui me dit ça, puis t'es le 100e à qui... 100e, est-ce que je gagne quelque chose? Ouais, non, c'est ça, peut-être le 101e. Et tu es le 100e à qui je dis tu te trompes. En fait, moi, j'ai l'impression, et c'est mon impression. C'est plus sage. J'ai l'impression que le discours actuellement passe beaucoup plus facilement parce qu'il n'est pas choquant comme il était il y a 10 ans. Le premier débat qu'on a fait, c'est le débat CAMAG. C'était un débat à Montréal et j'étais le seul qui défendait le minimalisme, entre guillemets. On était 6 panélistes et tu en avais 5 qui défendaient le statu quo ou la chaussure maximaliste. Et depuis ce débat-là, on en a fait plein d'autres. On en a fait au Québec, mais moi j'en ai fait partout dans le monde. Et on a débattu d'un point de vue scientifique sur ces fameuses questions. En lien surtout avec la prévention des blessures. Prévention des blessures, mais cette question du minimalisme maximaliste, elle a teinté les esprits et elle a soulevé les passions. Elle a créé même des clans. Ça a été...
Et pourtant, d'un point de Déclenche, vue... c'est le bon mot. Oui, oui. C'était presque religieux. Presque, mais la réponse scientifique à cette question-là, elle est assez claire. On sait maintenant c'est quoi, grossièrement, qu'est-ce qu'on devrait faire comme pratique. Là, il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a des zones grises, bien évidemment, là, mais ça devient difficile de débattre pour dire non, mais moi je suis pro drop et je pense qu'il faudrait que les chaussures à 12 mm. Là. On peut 12 plus faire ça. pour les gens qui se questionnent, c'est une question de dénivelé. Là. Exact, la hauteur du talon versus l'avant-pied qui a été à la mode. Ouais, mais c'est pas vrai que c'était clair, puis c'est pas vrai que ça l'est tant que ça. J'ai entendu tellement souvent, moi je suis pas prêt, je vais me blesser si je cours avec un 0 drop ou un 4 mm. Puis on l'entend encore beaucoup, ça. Oui, mais en fait, il y a deux choses. Il y a un problème d'éducation. On ne sait pas quoi faire parce qu'on manque d'éléments pour être informé sur une décision qu'on va prendre. Et l'autre partie, c'est que notre décision est fortement teintée d'influence commerciale. Et c'est ça la problématique qu'on va. Tu rentres dans une boutique de course à pied, la probabilité qu'on te recommande une chaussure qui est maximaliste est de 98%. Et c'est pas normal. C'est pas normal avec les connaissances actuelles qu'on a, avec la science qu'on a actuellement. Donc, pour revenir à ta question initiale, mon débat farouche initialement, c'est que quand je disais c'est pas normal, tout le monde capotait parce que personne, on débutait avec le minimalisme, on savait à peine c'était quoi. Il existait les Five Finger, les Nike Free, c'était tout. Et là, moi, j'arrivais en disant, mais là, ça n'a pas de bon sens d'avoir une 11-22 de New Balance avec une épaisseur aussi grosse que ça. Et que tout le monde disait, ben non, mais là, pour quelqu'un qui est gros, ça prend ça. Pour quelqu'un qui fait de la pronation, ça prend ça. Quelqu'un qui commence, ça prend ça. Quelqu'un qui commence, ça prend ça. Puis, dans le temps, quand je disais, mais vous êtes dans le champ, ça détonnait. Maintenant, quand je dis vous êtes dans le champ, tout le monde dit, ben la 11-22, elle n'existe plus. C'est vrai qu'elle était trop grosse. Elle n'existe plus, mais maintenant, on en a d'autres, là. Mais, fait que, tu sais, moi, je pense pas que le message, parce que c'est ça qui est intéressant avec la clinique du coureur, c'est que, tu sais, les posters qu'on présentait dans le temps, les théories qu'on avait dans le temps, ils sont toutes encore sur papier, là, tu sais. Puis il y a des affaires que je lis que je me dis, ça a changé un peu, mais quasiment pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, on peut même réécouter sur YouTube le débat Camag que j'avais fait il y a 10 ans de ça. Puis je pense que c'était en 2008. Ben c'est ça, tu parlais de ça tantôt, ça me donne le goût de le réécouter. Je pense que c'était en 2008, puis tu réécoutes le 2008, c'est l'année de naissance d'ailleurs de la clinique du coureur. Officiellement, Parce que t'es fort en marketing aussi, là. Non, mais disons-le. Ça pouvait être perçu comme ça, Blaise. Tu nous faisais courir pieds nus là, dans tes conférences avec des images fortes. Là. Moi, j'ai eu des verrues plantaires à cause de toi. C'est vrai en plus. J'ai le dermato avec un gars à l'azote en dessous du pied. Là. Je t'aimais pas. Là. Puis c'était de ma faute. Non. OK. Mais je reviens au débat Camag parce que je me souviens que ça avait marqué les esprits, mais moi, je l'ai réécouté dernièrement, ce débat-là. Mais il n'y a rien qui est choquant. On refait le même débat aujourd'hui. D'abord, c'est pas 5 contre 1. On va mettre 3 contre 3, là, parce qu'on est capable de trouver du monde qui sont un petit peu plus evidence-based, réfléchis sur la question du minimaliste, maximaliste, et qui vont prendre une position qui est plus tendance minimaliste, ou peut-être parfois plus tendance maximaliste, mais ça devient super difficile actuellement de prendre des défenseurs du maximalisme. Super difficile. Mais en fin de compte, le point, c'est que dans le temps, il n'y avait pas aucun défendeur du minimalisme. Maintenant, il n'y a pas de défendeur du maximalisme. On ne le défend pas. On le vend, on le promeut. On n'est pas capable de justifier qu'on veut prescrire chez un patient une chaussure qui a un talon surélevé, qui a plus d'amorti, qui a plus de rigidité, si ce n'est que pour des populations particulières. Là, il y a la question de la performance avec la fameuse Nike Vaporfly Next ou 4%. Ça, c'est des questions pointues très précises qui sont intéressantes à débattre. Mais de façon générale, pour expliquer que 90% du marché en Amérique du Nord et en Europe sont des chaussures maximalistes, personne qui est capable de débattre après ça. Personne. Mais le problème, et si t'en trouves, je veux refaire un débat. OK. Ouais. Le problème, est-ce que c'est le consommateur ou la compagnie qui fabrique ces chaussures-là? C'est délicat comme question. Oui, mais... Parce qu'on pourrait faire le parallèle avec la nutrition. Oui. Tout est bien ficelé. Fait que là, les compagnies, en fin de compte, qui vendent des souliers, qui font des sous, vont payer de la publicité dans les revues. Ce qu'on voit beaucoup dans les revues, c'est des chaussures traditionnelles maximalistes. Maximaliste, c'est quoi pour toi? À partir de dénivelé de combien de millimètres? On peut-tu le calculer comme ça ou... C'est un peu plus compliqué, mais on a publié des articles scientifiques sur le sujet pour pouvoir bien le définir. On appelle ça l'indice minimaliste.
Et l'indice minimaliste fait référence à 5 critères. On a le drop, le dénivelé, mais aussi l'épaisseur, la flexibilité, les technologies de stabilité et de contrôle de la pronation et le poids. Et l'ensemble de chacun de ces 5 critères font 20%, ça donne une note sur 100 et tu es capable de classifier entre 0 et 100% d'indices minimalistes et chaussures. Et ça, la clinique du coureur le fait. On a publié un papier, on a fait un consensus d'experts international, 42 experts à travers le monde, ça a été publié, ça a été validé. Tous les nouveaux articles scientifiques qui parlent de chaussures parlent de l'indice minimaliste, c'est clair. Est-ce qu'il y a des boutiques certifiées clinique du coureur à Québec? Il y a des boutiques certifiées cliniques du coureur qui, eux, connaissent l'indice minimaliste et quand on fait une prescription, sont capables de dire oui, si tu veux une 70% d'indice minimaliste, voici la catégorie. Si tu veux une maximaliste de 10 à 20%, voici la catégorie et voilà. Donc oui, on a une définition, mais elle est plus complexe que juste le dichotomique minimaliste-maximaliste comme on a fait historiquement tout le temps. OK. Fait que, voilà. Ouais, sujet chaud encore. Hein? Ouais. En 2020, là, on parle de minimaliste, maximaliste. Là, moi, tu peux me chauffer au max. Là. Est-ce que Blaise Dubois a perdu des amis dans ce combat-là? Non. Des coureurs, des propriétaires de boutiques, des... Ah ben, c'est sûr que oui. Là, je suis obligé de dire oui. En fait, compte, le discours qui se veut pas teinter... Tu sais, moi, promouvoir le minimaliste ou promouvoir le maximaliste, ça change rien dans mon business. Ça ne change rien dans ma business PCM, clinique de physiothérapie. Ça ne change rien dans la clinique du coureur qui enseigne les meilleures pratiques. Ça change absolument rien. Non, mais la clinique du coureur fait son argent quelque part. Je veux dire, oui, tu parles de combien d'employés dans le monde? On est 43 actuellement, 43. Mais on enseigne les meilleures pratiques. Fait que moi, que je dise qu'il faut aller vers le minimaliste ou le maximaliste selon telle ou telle caractéristique, ça ne change rien. Ça change zéro. Il y en a qui ont pensé qu'on se faisait une cote d'amour avec le minimaliste ou qu'on voulait brasser les choses pour se faire connaître avec le minimaliste. On a plus été à contre-courant quand peut-être ça nous nuisait. Puis à un moment donné, il y a eu la vague du minimaliste. Tu penses pas? La clinique du coureur, écoute, c'est un coup de marketing génial de venir dire à tout le monde haut et fort, avec un accent, que tout le monde, tous les coureurs ou à peu près sont dans le champ. On devrait tous courir pieds nus. C'est le coup de marketing en 2008 le plus extraordinaire. Oui, mais je ne suis pas sûr que c'était dit de même. Non, j'ai bien résumé. T'as bien résumé? Blaise, ça a été des feux d'artifice pendant 1 an dans le milieu de la course. Ton arrivée en 2008. Ah ouais, mais je suis content de l'apprendre comme ça. Je ne vais pas associer les sous à ça. C'est ce bout-là que je comprends pas. Ouais. Oui, vous êtes fait connaître, mais à partir de là, on fait notre argent comment à la clinique du coureur? Qui est pour moi dissocié de PCN, tu sais. Oui, c'est deux choses complètement différentes. Ça sert à quoi la clinique du coureur? La clinique du coureur, là, la semaine passée, j'étais en Italie. On était un cours, il y avait 30 étudiants qui sont tous des médecins, des physios, des chiros qui sont dans un cours et qui viennent apprendre les meilleures pratiques. Moi, je donne un cours de 2 jours avec des diapositives, des éléments pratiques qui synthétisent l'ensemble de toute la science qu'on connaît sur le sujet. La science sur le sujet, on a une équipe de recherche qui, toutes les semaines, trie tout ce qui existe sous la terminologie Running Runners dans les banques de données médicales. On trie 2500 titres à tous les mois pour s'assurer qu'on ait l'ensemble de toute la nouvelle littérature. Et à partir de cette nouvelle littérature, on modifie nos diapos pour être toujours pleinement à jour. Ce qu'on enseigne aux professionnels de la santé qui payent le gros prix pour venir dans nos cours et se former, c'est comme ça qu'on fait nos sous. Pour prendre soin des coureurs. Pour prendre soin des coureurs. Oui, et d'autres sports parce que, en fin de compte, ce qu'on enseigne, c'est pas juste la course à pied, c'est la prévention des blessures dans un sens un peu plus large. Mais les professionnels de la santé payent cher pour venir faire des cours qui sont non biaisés commercialement, basés sur la science, avec des outils innovants qui font en sorte qu'eux, quand ils rentrent à la clinique, comme clinicien, moi je suis physio, je rentre à la clinique, je viens de faire un cours d'une fin de semaine où j'ai appris plein de nouveaux concepts et je suis capable d'orienter mon patient pour qu'il aille mieux plus rapidement. Notre promesse de marque, c'est former des meilleurs cliniciens. Et c'est ça, en fin de compte, c'est comme ça qu'on fait nos sous. 70% de nos revenus à la clinique du coureur, c'est des formations continues qu'on enseigne aux professionnels. Puis ils aiment ça, hein, ces gens-là. Moi, je l'entends parler. Là. Ils adorent. C'est des professionnels de la santé rigoureux qui suivent notre cours et que ça les bouleverse parce que c'est tellement... Mais tu l'es rigoureux aussi. Je veux dire, ça contamine, ça. Tu es très, très rigoureux, puis tu es bon dans tes... En tant que conférencier, tu es excellent. Oublions la course à pied. Ouais. Là, c'est impossible, là. Ben, je veux dire, non. L'oublier, c'est possible, mais on se met dans une situation où la course à pied et la marche n'existent pas. Blaise Dubois fait quoi? Tu as 20 ans.
J'ai 20 ans en plus. Bon. Je pense que je suis un professionnel de la santé dans l'âme. J'ai envie d'aider les gens. La course à pied n'existe pas. Ben, en fin de compte, je leur donne des trucs pour être plus en santé. Tu sais, moi, pendant mon cursus universitaire en physiothérapie, j'ai fait des cours préalables à une maîtrise en nutrition. J'ai une passion sur la santé générale, qui n'est pas juste la course à pied, qui est la santé à son sens large, et la nutrition. Et ben, je serais peut-être devenu nutritionniste ou peut-être que je donnerais des conseils sur d'autres sports, mais je serais clairement un professionnel de la santé. Et je pense que le musculo-squelettique m'anime tellement que je serais probablement physiothérapeute. Mais je ne traiterais pas de coureur. Absolument rien d'artistique? Ben, en fin de compte, j'arrive à combiner un peu cette partie artistique. Théâtrale? Théâtrale, non. Théâtrale, non, pas du tout. Non, j'aime donner des conférences, mais pas le théâtre, mais l'artistique avec mes mains. Moi, prochainement, dans quelques années, je prends ma retraite. Là, je vais avoir c'est toi qui as fait ces chaises-là? Ces chaises-là, non, mais il y a d'autres meubles dans la maison que j'ai faites. En fait, je vais certainement travailler le bois, je vais avoir un jardin, je vais avoir des petits animaux. J'ai grandi sur une ferme et c'est sûr que ça m'anime. Là. J'ai besoin de bouger. S'il n'y a pas de course, là, ce que je fais beaucoup maintenant, là, c'est faire des voyages où je combine des ultra-trails avec de l'enseignement puis de l'exploration de montagne. Toutes les années, on va à Chamonix pendant 2 semaines avec tout le groupe France. Et à Chamonix, ben, tous les jours, tu fais un 1000 mètres de dénivelé ou un 1500 mètres de dénivelé pour explorer la campagne. Je suis un gars de nature. Je suis un gars qui aime utiliser mes mains, qui aime travailler physiquement, qui aime bouger. Et puis, ben, même si je n'étais pas physio, c'est ça certainement qui m'animerait. Quel âge les enfants? Alors, je suis grand-père d'une petite fille de 2 ans. Ouais. J'ai mon grand garçon qui a 22 ans. 23, là, dans ok, t'es vieux pour 3-4 jours. Je suis vieux pour vrai. Là. Dans 3-4 jours, il y a 23 ans. J'ai une grande fille qui a 13 ans, une autre qui a 11 ans et une qui a 7 ans. C'est impensable pour toi de retourner vivre en Europe? Présentement, je te dirais que je voyage tellement que je pourrais vivre n'importe où avec ma famille, il n'y aurait pas de problème. Mais comme quand tu habites au paradis, c'est quand même préférable d'y revenir souvent. J'ai oublié le paradis. J'ai une dernière question, après je m'en vais. La blessure la plus difficile pour toi à, pas endurer, mais à corriger chez le coureur, ce qui est le plus tannant pour toi au niveau de l'éducation chez le coureur en lien avec une blessure, ça serait quoi? C'était pas clair ça. Salut maman, c'est de ta faute. Puis je vais te répondre encore moins clair. Il n'y a pas de pathologie complexe, mais il y a des pathologies chez certaines personnes qui se complexifient. En fait, compte, les pathologies qui évoluent pas bien, là, c'est celles qui amènent une sensibilisation du système nerveux central. C'est celles qui se chronicisent parce que la personne a des facteurs qui font en sorte, qui sont beaucoup plus psychologiques et intrinsèques, qui font en sorte qu'elle a de la difficulté à se sortir de douleurs chroniques. Et ça, c'est le défi qu'on a en médecine actuellement, en musculo-squelettique, c'est de pouvoir aider ces personnes-là qui sont prises avec des douleurs qui datent de longtemps, qui se chronicisent et qui laissent des traces au niveau du système nerveux central, beaucoup plus que des traces au niveau musculo-squelettique. Fait qu'il n'y a pas de nom de pathologie. J'ai envie de te dire, celles qui sont les plus faciles à traiter, là, la tendinopathie d'Achille, la fasciapathie plantaire, le syndrome de la bandelette, le syndrome fémoro-patellaire, la périostite, ce sont toutes des pathologies qui sont faciles, sauf chez certains individus où ils ont tendance à se chroniciser, où là, on a un défi supplémentaire. Et je traite beaucoup de ces gens-là dans ma pratique, avec succès, mais c'est un défi supplémentaire. Rapidement, problème d'obésité en général, ça va se passer mieux dans les prochaines années ou ça va empirer selon toi? Bonne question. En fin de compte, j'ai quand même l'impression qu'on va atteindre un plateau parce qu'on ne peut pas continuer de grossir comme on l'a fait dans les derniers 20 ans. Là. États-Unis, Canada, là, c'est grave. Là. Non, pas du tout. Okay. Je te regarde depuis tantôt, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais non, j'espère qu'on va avoir un plateau parce que là, l'incidence de l'obésité est dramatique. Là. En Amérique du Nord, c'est dramatique. L'obésité... Pire ou mieux dans 10 ans? J'espère mieux. Non, je le sais. Tout le monde espère. Oui, mais je suis un optimiste et je pense que ça va être mieux. OK. Je pense qu'il y a une partie d'éducation qu'on fait qui, je pense, va porter son fruit. Selon toi, il faut que le gouvernement s'en mêle ou non? Clairement. OK. Clairement, on ne peut pas faire confiance, clairement. Il faut qu'il s'implique. Je ne veux pas dire qu'il s'en mêle, mais il faut qu'il s'implique. On ne peut pas faire confiance à l'industrie alimentaire
puis à l'industrie, etc., pour nous dire qu'est-ce qui serait bon pour nous, comme on l'a fait avec la cigarette dans le passé. Là. Il faut qu'il y ait certaines normes, un certain encadrement, puis une aide, je vais dire, gouvernementale dans ce sens-là. Est-ce que le gouvernement paye pour les soins de ces gens-là ou les gens devraient payer pour leurs propres soins? Non, il faut que le gouvernement paye pour motiver les gens à bouger. Il faut qu'il donne des incitatifs à bouger. C'est différent que de ne pas payer pour ceux qui vont pas bien. Mais tu sais quoi? On regarde le Québec, là, puis je vais te donner deux choses qui ont des influences sur la santé des gens qui est important. Pierre Lavoie. Oui. Tu sais, c'est grandiose ce qu'il a fait avec les cubes énergie, avec la mobilisation, avec etc. Tu sais, moi, quand on me dit, là, on va taxer la malbouffe, je vote oui. Pas moi. Quand on me dit, je vais faire des incitatifs. Excuse. Quand je vais... Non, mais Blaise, taxer la malbouffe. Taxons les boissons gazeuses. Ouais. Mais moi, là, pourquoi je suis puni pour ceux qui en prennent trop? Tu comprends? Pourquoi je suis puni pour ceux qui en prennent trop, qui se retrouvent dans le système de santé, qui l'engorgent, qui font en sorte que moi, je paye plus d'impôts, plus de taxes, parce que quand je vais m'acheter une liqueur, elle va me coûter peut-être 15 cents de plus, alors que je suis sage, puis de toute façon, ces calories-là, je vais les brûler 2 jours plus tard. Moi, je suis tanné de payer pour l'irresponsabilité de mon voisin. Est-ce qu'on devrait arrêter de taxer? C'est une image, OK, Jacques? Est-ce qu'on devrait... Ton voisin ne t'aimera pas. Est-ce qu'on devrait arrêter de taxer les cigarettes? Dans mon idéal, oui. Dans un sens. Puis on laisse les compagnies faire la promotion qu'ils veulent sur les Advil, les Motrin et les pourquoi on ne ferait pas confiance aux consommateurs? Toi, particulièrement, tu devrais être de mon bord là-dessus. Oui, non, mais c'est ça le problème, c'est que ça ne marche pas. Moi, ce que je veux dire, là, c'est que si on fait confiance aux consommateurs et qu'on fait confiance aux compagnies dans la gestion des bonnes pratiques, puis dans ce qu'ils sont capables de véhiculer, on a un méchant problème. Actuellement, là, quand je parle de contamination, là, en fin de compte, c'est suivre où la pièce va, là, c'est comme... Il y a clairement quelque chose, on ne peut pas juste se laisser aller. Moi, un exemple qui est dans mon domaine direct, là, c'est les médicaments. Les anti-inflammatoires. Advil et compagnie. Moi, quand je vois une publicité payée par la compagnie qui dit « Prenez de l'Advil, vous allez pouvoir continuer de danser. » Puis que moi, je sais, par exemple, que l'Advil a un effet néfaste sur la guérison tissulaire, puis qu'elle amène des effets secondaires, qu'elle tue 16 000 personnes par année aux États-Unis, puis qu'elle en hospitalise 110 000, et que c'est un coût social, tout ça. Je me dis, c'est pas normal. Non. Mais c'est quoi la solution? Il y a seulement la solution que le gouvernement impose à ces compagnies-là un non-droit de publier. Impose à ces compagnies-là? Ben oui, on ne devrait pas avoir le droit de faire de la publicité à la télé sur Advil ou sur... On ne devrait pas avoir le droit de faire de la publicité mensongère, c'est tout. OK, puis c'est qui va gérer ça? C'est le gouvernement. Oui. Fait que là, à un moment donné, ils vont dire, tu sais, fait que quand tu as la pub du Nutella qui te fait croire que c'est bon pour la santé, c'est pas trop mensonger parce que mais ils montrent des noisettes avec du cacao puis du lait, là, tu sais. Je comprends l'exemple de Nutella, parfait. On devrait peut-être pas les nommer, mais il est trop tard. Mais je pense que de faire confiance aux consommateurs, c'est la base d'une belle structure, d'une société équilibrée. Puis je veux dire, le parent qui prend du Nutella puis qui en donne à son gamin tous les matins, à un moment donné, il va se rendre compte de l'effet. Par rapport aux consultations ici et là, le diabète de type 2 est un bel exemple. Je veux dire, quand tu constates que tu es rendu là, il y a toujours bien une analyse de ta situation en lien avec la nutrition. Il y a un wake-up call. Achetez-vous un miroir, puis après ça, prenez soin de vous. OK, mais là... Puis le jour où on va faire payer ces gens-là à l'hôpital pour leurs soins de santé, ben, ça va être encore plus évident qu'il va y avoir une prise de conscience. Ces compagnies-là qui vendent des céréales fluo... Ouais. Ils vont se dire, ouais, je pense que ça marche plus. On peut plus vendre ça. Mais en fait, la problématique, là, puis on peut revenir au sujet qui nous anime, là, la course à pied, puis par exemple les chaussures. Comment ça se fait que 90%, voire 95% des chaussures vendues dans le monde, c'est des chaussures maximalistes, traditionnelles? Et je vais donner un exemple tout simple. Là. 9 sur 10. 9 sur 10, c'est la catégorie du Asics Nimbus, Asics Cumulus, le Brooks Adrenaline, c'est cette catégorie-là. De la grosse chaussure, assez pesante. Du wow, de la couleur, plein de technologies, plein d'affaires. 90% du marché en Europe et en Amérique du Nord, c'est ça. Donc là, la question, là, est-ce que c'est bon pour le... Non. Est-ce que je veux faire confiance aux consommateurs? Je veux faire confiance aux détaillants de chaussures qui, lui, enseignent aux consommateurs quoi avoir dans ses pieds. Ben là, on a un problème, là.
Parce qu'à faire confiance, là, il y a 60% des Nord-Américains qui sont Mais les obèses. professionnels en santé Puis- sont formés pour expliquer à ces gens-là que le problème est peut-être là. Les professionnels de la santé sont zéro formés s'ils n'ont pas fait une formation de la clinique du coureur. Zéro formés. Ils n'ont aucune espèce d'idée. Présentement, c'est les compagnies qui divulguent de l'information par des reps, qui vont dans les boutiques, qui vendent ces chaussures-là et qui sont capables de le vendre à tout le monde. Fait que là, ma question, là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait vraiment confiance au consommateur, mais qui, lui, se fait juste, je vais même utiliser le mot berner, il achète cette chaussure-là Oui. parce qu'il n'y en a pas d'autres, puis on y en propose 3, puis il part avec celle avec laquelle il est plus confortable, mais Ouais. c'est pas bon pour sa santé. Ouais, je sais pas, hein? On va-tu y arriver? Je veux en terminant que tu donnes, écoute, c'est vaste comme question, mais je le fais avec tous les invités. Je veux que tu donnes un conseil aux gens qui écoutent et qui regardent. N'importe quoi. Ça peut être en lien avec la peinture. J'imagine que tu as peint avec ton père. Oui, quand même un peu. Un conseil. Un conseil, tu peux y penser. Ouais. Tu vois, moi, les affaires qui m'animent dans la vie, là, c'est... Je pense qu'on est dans un monde où on suit la parade beaucoup. On est très mouton. On se pose pas beaucoup de questions. Puis on se réveille dans la crise de la quarantaine en se disant maudit, tu sais, j'ai-tu. Rappelons qu'il parlait du fait qu'il est optimiste. Mais c'est non, triste de t'entendre. C'est non, mais vrai que c'est comme ça. mais c'est vrai que c'est comme Eh ça. là là. Mais fait que moi, mon conseil, ça serait de dire, c'est soyez vous-même tout le temps. Puis depuis que vous êtes jeune, là, ayez pas peur d'être différent, ayez pas peur de dire autre chose, d'avoir la force de vos convictions, puis de trouver ce qui vous rend heureux pour vous, là, nonobstant l'ensemble de l'environnement qui vous impose plein de choses, qui vous teinte de plein de choses. Et parce que moi, j'ai trop, là, j'ai un peu plus que 40 ans, tu sais, fait que moi, j'en ai plein dans mon environnement là, qui sont dans des crises existentielles, là, puis qui se posent des questions parce qu'ils ont suivi la parade trop longtemps. Tu sais, on est dans un monde où on nous impose d'avoir de l'argent, puis d'avoir une belle voiture, puis etc. Là, tu sais, puis c'est pas ça qui rend heureux, puis c'est pas ça qui... Fait que mon premier conseil, ça serait ça, trouver le bonheur en étant vous-même, puis la deuxième, c'est... Quitte à devenir le mouton noir du troupeau. Exactement, Ok. puis qu'on s'en fout Y complètement. a-t-il des choses que toi tu regrettes? Si je Des regarde ton regrets? conseil versus ce que tu as fait jusqu'à tes 41 ans? Un peu plus. 44? Un peu plus. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai eu plein de fails, mais j'ai pas beaucoup de regrets. Il y a des fails qui m'ont fait grandir. On apprend beaucoup plus des fails que des réussites, là, puis je pense que c'est vrai. Mais j'ai pas beaucoup de regrets et je pense que c'est justement parce que je me suis permis d'être moi-même tout le temps. Puis je pense que ça, c'est une des recettes justement pour pas avoir de regrets. Tu sais, d'être soi-même, puis de... Puis présentement, j'ai une vie, je suis juste choyé par la vie. Là. Je suis choyé par ma honnêtement, famille, c'est ce mes que enfants, ouais. ma santé. C'est ce que tu dégages. Hey Blaise, Ouais. je t'aime beaucoup. Santé. Hey, c'était animé, hein? Ouais.